je suis Kiki. Et je suis Jean-Jacques. Voilà. Et on est chez Rêve de Bernic, à Pénerf, une boutique, on va dire concept store, Oui. qui en fait tourne autour des voyages et de la création. Voilà. Ce sont les moteurs de la boutique. Oui, Pénerf était un comptoir maritime dans le sens où c'était une plaque tournante, c'était le deuxième port le plus important de Bretagne au XVIe siècle. Donc il s'inscrivait dans un commerce de cabotage, donc c'était des liaisons entre Bordeaux, ici, Sud-Bretagne, Nord-Bretagne, autour du sel, du vin, des métaux. Et en fait, bon, en s'installant ici, dans une ancienne maison de capitaine d'ailleurs, voilà, c'était renouer un petit peu avec les échanges commerciaux, avec la part de rêve aussi que ça peut susciter. Donc c'est un petit peu le comptoir des Indes, on va dire, quoi, où on trouve toutes sortes de choses, y compris un petit peu de produits du terroir. Voilà, c'est cet esprit-là qu'on voulait amener à la boutique. En fait, c'est l'essence même de la boutique, hein. C'est le travail, la création artisanale. Puisque en fait le moteur de la boutique c'est de mettre en valeur justement le savoir-faire et d'être quelque part modestement mais d'être les promoteurs du savoir-faire, la transmission du savoir-faire, que ce soit donc en France, en Europe ou dans d'autres pays extérieurs. Voilà. C'est souvent Jean-Jacques qui démarre avec une idée de création de forme d'un objet. Ça démarre souvent comme ça. Céramique, bois. Et il en dessine plein son carnet. Mais il y en a plein. Plein de croquis. Ensuite, on se met d'accord sur une sélection. Donc moi, je rêve, je garde. Et ensuite, Et puis après, je fais les cotes. Je définis quand même le modèle. Par exemple, et on fait faire. Les bougeoirs qui sont là, qui sont faits par Bill de Boué à Pimpin, Noyal Musiac. Donc là, j'ai dessiné la forme, j'ai fait les cotes, et puis ensuite, l'artisan réalise on va dire la tension. Mais ça arrive parfois que l'artisan donne son avis dans l'évolution aussi du produit. Bien sûr. Oui, c'est un travail bien sûr en perpétuel échange, hein. C'est évident. Moi, je connais pas les contraintes. La base est pas assez large. Où il y a les contraintes mécaniques aussi en termes de matériaux. Voilà. Alors ça c'est plutôt ma partie, et Kiki elle intervient beaucoup dans tout ce qui est couleur. Enfin c'est pas beaucoup, c'est même essentiellement elle. En termes de couleurs, de motifs, voilà, c'est donc un travail à quatre mains. Ça c'est par exemple Jean-Jacques qui va le dessiner, l'objet. Et ensuite moi je décide des couleurs. Et dans tout ce qu'on a dans la boutique, on sait qui a travaillé derrière chaque objet. C'est pas mécanique, c'est artisanal. Donc pour nous, c'est vraiment la priorité, c'est de mettre l'être humain en avant et le savoir-faire de l'être humain. Et de s'inscrire aussi dans une mouvance aussi un petit peu plus attachée justement au respect de la planète aussi, dans le sens où lorsqu'on crée une pièce par exemple, on va faire une production très très minime, de l'ordre d'une trentaine de pièces par nouvelle création. Ça aussi, ça rentre aussi dans l'esprit de la boutique et de ce qui nous anime, quoi. En règle générale, de travailler avec des artisans, ce qu'on aime justement, c'est le défaut qui fait la qualité du produit. Voilà. C'est chaque objet est vraiment unique et les petits défauts qu'on pourrait y trouver, pour nous, ça devient des qualités. Voilà. C'est ce qui fait justement l'originalité d'un travail à la main. Contrairement à des objets de grande distribution qui sont fabriqués à la chaîne, etc. Et je pense que notre clientèle elle est attachée à ce genre de produits, ce genre de concept. C'est ce qui fait que généralement les gens trouvent leur compte ici, quoi. Il y a un terme japonais pour désigner ça, les petits défauts qui font le charme de l'objet, c'est wabi-sabi. Ah oui, wabi-sabi, oui. C'est ça, c'est ça. On est là-dedans.
Oui, dans les trottoirs. Et d'ailleurs, en parlant du wabi-sabi, c'est ce qu'on a au tout début de la boutique, on a travaillé sur des objets en bois avec un tourneur sur bois, et on a eu beaucoup de mal à lui faire admettre que les petits défauts qu'on voyait dans ces pièces, que lui aurait mis au rebut, en fait, pour nous, c'était justement une valeur particulièrement intéressante. Voilà. Et là, maintenant, il a compris. Donc là, on lui a désappris à travailler correctement. Il ne faut pas que ce soit parfait, en fait. Voilà. Mais c'est vraiment ce qu'on recherche, quoi. T'as l'impression que c'est sorti de l'arbre comme ça. Oui. Et ça, c'est ce qu'on préfère. Donc ça, c'est une jeune femme qui travaille la paille, c'est de la paille tout simplement, paille qui a été tressée en fines bandes qui font à peu près 2 cm, 3 cm maximum, et qui sont assemblées justement pour faire et cousues pour créer donc ces chapeaux genre canotier, on va dire. C'est un savoir-faire qu'elle tient elle-même de vieux artisans, voilà, qui ont su lui transmettre justement son savoir-faire avant de disparaître malheureusement. Elle nous les a montrés en photo. Et voilà, c'est un produit typiquement de là-bas, qui est inspiré directement quand même des canotiers français, ça elle nous l'a dit. Mais c'est voilà, comment on transmet à peu près une 50aine d'années. Elle a un peu plus. Voilà, et elle contribue, et nous contribuons à la transmission du savoir, voilà, du savoir-faire. Ouais. Un peu parce que parfois on peut avoir des réflexions sur justement des défauts, mais on leur dit ce n'est pas un défaut, c'est irrégulier parce que c'est fait à la main, et il faut accepter l'irrégularité, sinon moi c'est vrai que je suis peut-être un peu trop franche, mais j'ai dit sinon il vaut mieux aller chez Ikea ou acheter quelque chose. Et les gens comprennent quand on dit des choses comme ça percute ou pas. Les gens, s'ils préfèrent une assiette droite, tu vois, les assiettes qui sont derrière Jean-Jacques, il ne faut pas venir ici. Non, mais c'est vrai que les gens apprécient le fait qu'on dise, voilà, c'est fait à la main, c'est pas tourné, c'est la main de l'homme qui a fait le produit, donc ce sera jamais aussi régulier. Parce que les gens apprécient aussi, en venant ici, c'est que, comme je disais tout à l'heure, il y a très peu de pièces de chaque création. Quelquefois, on a même d'ailleurs le culte un peu de l'objet unique. On ramène très souvent un seul objet de nos recherches, parce qu'on ne fait pas que créer, on trouve aussi des produits comme on appelle sur étagère, c'est-à-dire qu'on va aller chez un artisan, on va craquer pour une de ses productions, ça, par exemple, sont ses créations à lui. J'ai failli le vendre d'ailleurs hier. Ça vient de Lituanie, c'est entièrement brodé à la main, et c'est unique. C'est très, très spécifique, c'est du lin, donc ça c'est vraiment spécifique à la Lituanie. Et ça, c'est pas un objet qu'on a créé nous, mais c'est très ancien, donc on a aussi ce côté de trouver des choses anciennes, faites à la main, pas forcément actuelles. Et uniques. Et en fait, on les fait voyager. Ils nous disent ça souvent. Après, c'est ça, oui. C'était l'une de tes questions aussi, c'était de savoir ce que les gens venaient chercher ici, etc. Ils viennent chercher du rêve, ils viennent chercher du voyage, parce qu'effectivement, derrière chaque petit objet, il y a une histoire, parce que même si petite soit-elle, il y a toujours une petite histoire. L'ambre, par exemple, moi je ne savais pas qu'il y avait autant d'ambre en Lituanie. C'est en y allant. Et donc les gens découvrent aussi, vous avez des bracelets en ambre, oui on en trouve à la Biocop. Je dis oui mais c'est pas pareil. Ça vient pas de la Biocop. Mais les gens, voilà, c'est ça, on est à même de leur raconter, voilà, quel que soit l'objet, il y a forcément une histoire. Là par exemple, ce sont des petits porte-clés qu'on a fait avec du bois flotté qu'on a ramené du Nicaragua par exemple. Voilà, ça c'est on était sur une plage au Nicaragua, il y avait un monceau de... tu dessinais, moi je ne savais pas quoi faire, j'ai commencé j'avais des feutres et puis j'ai commencé à dessiner sur des petits morceaux de bois comme ça. Ouais,
c'est le moteur aussi de la boutique, comme je disais tout à l'heure. C'est les voyages, c'est donc aussi de faire voyager les gens par notre oui, parce que je vois par rapport aux publications les dernières sur la Lituanie, il y a des gens qui sont venus pour dire alors la Lituanie c'était comment? Et là c'est un tapis qui est entièrement tissé à la main au Maroc. Et avec mes idées de couleurs. Donc il y a toute cette gamme-là. Ça c'est en 2 brins. Et quand c'est... voilà, attends, je vais défaire celui-là qui est très joli aussi. Quand c'est en 6 brins, voilà, ça donne ça. Donc là, l'artisan a travaillé avec nos idées de couleurs à tous les deux. Voilà. Et donc c'est quoi comme... Alors c'est du coton. C'est du coton. C'est du coton. Donc ça passe en machine, il n'y a aucun souci. Et on les verra nulle part ailleurs parce que ce sont mes couleurs. Et pour la petite histoire, au début, l'artisan trouvait ça moche, celui qui les a fait. Ah oui. Il a fait un premier tapis, celui qui est juste derrière toi, le noir et blanc. D'accord. Et il m'envoie la photo sur WhatsApp et puis il me dit « Oh, Madame Christine, c'est vraiment moche ton tapis, je ne peux pas continuer ça. » Parce que c'est pas dans pas dans sa culture, ces couleurs-là. Et on a tenu bon, hein, on lui a dit non, tu fais ce qu'on veut et on est content du résultat, c'est de la super qualité. Et c'est lui qui a eu l'idée, alors ça c'est sa petite touche personnelle, c'est lui qui a eu l'idée de broder Rêve de Bernic, RDB. Plutôt que de faire une étiquette. Ce qui n'est pas grand chose, mais ça ponctue le produit en fait. Oui, ça fait comme une signature. Voilà, voilà, c'est... D'où le fait normalement, on ne doit pas les voir ailleurs. Ouais, la première difficulté, c'est la langue. Qui dit Europe, ça pourrait paraître facile, mais au Portugal, par exemple, c'est compliqué quand on va dans la campagne, hein, où on trouve les artisans. C'est parfois compliqué de se faire comprendre. Donc ça, c'est quand même difficile. Et en Lituanie, ça a été aussi le problème, d'où notre obligation de rester dans les grandes villes et les endroits où les gens étaient plus susceptibles de parler anglais. C'est quand même un problème, la langue. Oui, c'est l'anglais qui nous sauve la plupart du temps. Oui, voilà, mais l'artisan qu'on va trouver au Portugal ou en Espagne, il ne parle pas forcément anglais. Non, au Portugal, on arrive encore un peu avec l'espagnol, parce que moi je parle espagnol, mais on arrive à se faire comprendre quand même. Mais là, en Lituanie, en l'occurrence, sortir des grandes villes, c'eût été assez difficile. On a eu la chance de tomber sur une grande foire au niveau de foire artisanale au niveau de Vilnius, ce qui fait que ça a brassé quand même pas mal de monde qui maîtrisait quand même l'anglais, donc et qui plus est, on a eu affaire beaucoup à des jeunes créateurs, donc qui eux parlaient couramment anglais, donc là on a pu résoudre le problème facilement, quoi. Mais c'est effectivement la langue la première difficulté. Et vous disiez que vous avez rencontré quelqu'un qui parlait français aussi? Oui, une jeune qui est en couple avec un Français. Et nos premiers échanges, c'était en anglais. Et après, elle me faisait des phrases en français très correctes. Donc je lui ai dit, tu es française. Elle me disait toujours pas qu'elle était en couple avec un Français. Et puis, elle parlait français comme nous, couramment. Et puis celle qui fait les chapeaux, donc c'est une des premières qu'on a rencontrées grâce à l'association. Elle était en lien direct avec eux et c'est grâce à elle qu'on a connu celle qui fait les pierres aussi. En fait, ça a été une chaîne, un réseau via Facebook. Hein, en fait, Facebook et de voisinage. Celle qui fait les chapeaux dit à celle qui fait les bijoux, tiens, je rencontre des Français et ils parlent anglais. Donc là, c'est vrai que ça s'est fait assez facilement en anglais après. En l'occurrence, on a été hyper bien accueillis, vraiment à bras ouverts. Et ça, c'est peut-être aussi un trait commun avec notre démarche, quel que soit le pays d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que le fait de venir comme
par le biais du professionnel, de l'aspect professionnel, donc de l'échange autour de la création, etc. Ça ouvre indéniablement des portes qui ne s'ouvriraient pas autrement. Et on a un rapport tout à fait autre que celui d'un visiteur touriste lambda, quoi. C'est vrai parce que qu'on là, va acheter des choses, on va les faire travailler aussi. On va les faire travailler, on échange sur la matière, sur les savoir-faire. On va très souvent chez eux parce que la plupart de ces jeunes, de ces jeunes ou moins jeunes artisans travaillent très souvent chez eux. Ils n'ont pas de boutique en ville. Donc on rentre un peu quelque part dans leur intimité. Et sinon en Europe, que ce soit je pense au Portugal et la Lituanie, ce sont les 2 derniers pays qu'on a visités, on n'a pas trouvé de grosses différences culturelles. Enfin, moi j'ai trouvé qu'on se comprenait tout de suite sur... On s'intéresse, ils voient tout de suite qu'on s'intéresse à leur vie, à leur travail. On veut savoir comment ils travaillent, donc on va chez eux. Ils nous expliquent leurs problèmes financiers pour avoir les marchandises, surtout en ce moment, c'est quand même très compliqué. Les problèmes familiaux. Oui, on a tout qui s'ouvre en fait, parce qu'ils ont envie de nous expliquer et de nous raconter leur vie. Et ça, on l'a pas, si on est touriste, on n'a pas ce rapport-là. Et même après, je me dis, même si la boutique ferme un jour, moi j'ai envie de continuer à travailler, enfin même sans avoir de boutique, mais de voyager comme ça, parce que on rencontre les gens, on comprend leur culture, leur histoire. Atelier de gravure, là, donc c'est l'autre pendant aussi de la boutique, c'est-à-dire c'est un lieu de création, c'est là où je travaille, c'est là où j'anime aussi des ateliers de découverte de la gravure. J'ai un parcours un peu atypique quand même. Après 32 ans dans l'armée, j'étais dans l'armée de l'air, moi, donc je me suis reconverti il y a une douzaine d'années, voilà, dans l'illustration. Ça a toujours été le moteur de ma vie, ça, l'illustration et la gravure notamment. Voilà. Donc là, je pratique toutes les techniques de gravure classiques, excepté la lithographie. Il faut vraiment avoir un atelier spécial. Mais sinon, voilà, je pratique régulièrement tout ce qui est linogravure, eau forte, xylogravure, toutes les techniques classiques. Et ce sont uniquement mes dessins, des dessins originaux. Ici, par exemple, donc c'est une inspiration très, très japonaise. Donc c'est un travail c'est ce qu'on appelle du lino perdu, c'est-à-dire avec une seule plaque de lino comme pour le sol, on va dire. En gros c'est ça le lino, quoi. C'est une plaque qu'on va graver avec des gouges, sachant que tout ce qui sera enlevé en matière donc ne sera pas imprimé, puisqu'on va garder on va faire un ancrage en surface de la plaque avec un rouleau encreur. Donc tout ce qui est creusé n'est pas imprimé. Voilà. Alors ça c'est un petit peu plus compliqué. C'est traditionnellement dans la gravure polychrome, on fait une plaque par couleur, ce qui est le cas par exemple de celle-ci. Donc là il y a 4 couleurs et 4 plaques. Mais sur un travail donc, comme celui-ci sous la neige, là c'est une seule plaque qui va servir à faire toutes les couleurs. Voilà, on va travailler en fait par superposition, et entre chaque couleur on va retirer de la matière sur la plaque. Voilà, schématiquement c'est un petit peu le principe, quoi. Voilà, et ça c'est imprimé sur un papier, ce qu'on appelle un papier gampi, c'est un papier japonais qui est très 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 fin. Voilà, ça doit être du 8-10 grammes au mètre carré. Voilà, et ensuite, mais par contre qui est donc très fin mais très résistant. Et quand j'ai ensuite fait toutes les couleurs, je vais découper toute le pourtour de l'impression, et je vais la contre-coller sur un papier 100% coton, lui, donc un papier Arche, un BFK, papier traditionnel coton français, celui-là. D'accord. Je travaille pas mal d'après mes croquis locaux, donc tout ça c'est des croquis que j'ai fait ici, y compris les personnages. C'est une copine qui est en train de travailler sur les huîtres là. Ce sont mes croquis, soit des croquis locaux, soit que je ramène de mes voyages. Donc
Et certains de ces croquis-là me servent à reprendre, à les transformer en gravure. Voilà, donc c'est pas forcément du dessin de motifs locaux.